Salut tout le monde, aujourd'hui on plonge dans une véritable enquête géologique. Imaginons un instant les Alpes, ou n'importe quelle autre grande chaîne de montagnes. On les voit souvent juste comme de superbes paysages. Mais en réalité, ce sont de gigantesques scènes de crimes géologiques. Oui, littéralement. Ces immenses blocs de roches cachent ce qu'on pourrait appeler les boîtes noires de notre planète. Des données incroyables, piégées dans la pierre, qui nous racontent les forces tectoniques dingues du passé. Allez, c'est parti pour décrypter comment on arrive à lire ces secrets enfouis. Pour mener à bien notre petite investigation, on va procéder par étapes. D'abord, on va définir ce qu'est le métamorphisme. Ensuite, on cherchera des indices dans les zones de collision, puis dans les zones de subduction. On parlera de l'impact de la pression et la température, on verra comment déchiffrer les minéraux indicateurs et les faciès, pour finir par les différents types de métamorphisme. Alors, première étape de l'enquête, le métamorphisme. Qu'est-ce que c'est que ce processus exactement ? Eh bien, quand on regarde au plus profond des chaînes de montagnes, qu'elles soient très jeunes ou super anciennes, on remarque un truc fascinant. Elles sont presque toutes faites de roches dites métamorphiques et granitiques. Ces roches, elles étaient autrefois enfouies à des profondeurs hallucinantes, puis elles sont remontées à la surface grâce aux mouvements tectoniques et à l'érosion. Du coup, ça pose une question énorme. Quelles conditions extrêmes ont bien pu créer ces roches ? Comment une roche complètement dure et solide arrive-t-elle à se transformer physiquement et chimiquement sans jamais fondre ? Et surtout, c'est quoi le lien entre ces transformations invisibles dans les abysses et la naissance de nos montagnes à la surface ? Et c'est là que cette idée prend tout son sens. En gros, ces roches, ce sont vraiment les enregistreurs de vol de la Terre. Quand elles remontent enfin à l'air libre, elles portent en elles la preuve absolue des conditions physiques, c'est-à-dire la pression et la température exactes, qui régnaient à des dizaines de kilomètres sous terre au moment précis où elles se sont formées. C'est quand même fou quand on y pense. Passons à notre deuxième point, les indices qu'on peut trouver directement sur le terrain, dans les fameuses zones de collision. Si on se balade dans les Alpes ou dans la chaîne du Rif, on va vite remarquer que ces roches altérées ne sont pas jetées là au hasard. Pas du tout, elles sont organisées en bandes parallèles très nettes. C'est le premier gros indice qui nous prouve que cette transformation est liée à la tectonique des plaques. Dans ces massifs, les roches chopent une sorte d'empreinte digitale qu'on appelle la schistosité. Imaginons un peu le truc. C'est comme si on empilait des milliers de voitures sur un seul petit centimètre carré. Sous cette pression dingue, les minéraux de la roche sont littéralement forcés de s'aligner en feuillets. Résultat, la roche se découpe super facilement le long de ces nouveaux plans. Et ça illustre brillamment le pouvoir de métamorphose de la matière. Prenons deux exemples très parlants, le schiste et le gneiss. Le schiste a cette structure en feuillet super fine, avec des petits minéraux délicats comme la chlorite. Le gneiss, lui, c'est l'inverse. C'est un bloc massif, impossible à cliver, avec une alternance hyper visible de bandes claires de feldspath et de bandes sombres de mica. Et le détail complètement dingue dans tout ça, ces deux roches ont exactement la même recette chimique de base. Ce sont toutes les deux des silicates d'alumine. La seule et unique différence, c'est l'intensité de la violence tectonique qu'elles ont subie. On peut vraiment voir cette évolution se construire étape par étape avec ce qu'on appelle la séquence péditique. On part d'une simple roche sédimentaire banale, de l'argile, puis au fur et à mesure que cette argile s'enfonce dans une zone de collision et que la pression grimpe en flèche, elle se transforme d'abord en schiste, puis elle devient un micaschiste avec des minéraux plus gros qui brillent, pour finir au stade ultime en gneiss. C'est une vraie cuisson géologique implacable, totalement sculptée par l'environnement. Troisième étape de notre enquête. Explorons les indices laissés par les zones de subduction. Alors là, le décor change. On ne parle plus d'une collision frontale, mais d'une plaque océanique qui plonge vertigineusement sous une autre. Du coup, le matériau de départ n'est plus le même. Prenons une roche magmatique super classique comme le gabbro, avec sa texture granuleuse bien connue. C'est fascinant de voir ce qui lui arrive. Aspiré dans les abysses de la subduction, le gabbro devient d'abord du schiste bleu et on voit apparaître des minéraux très spécifiques comme le glaucophane. Puis, sous des conditions vraiment extrêmes, bam, ça devient une éclogite. C'est une roche super dense, spectaculaire, remplie de cristaux de grenat et de jadéite. Oui, la même jadéite qu'on utilise en bijouterie, forgée ici par des forces titanesques. Et dire que tout ça vient d'un simple bout de plancher océanique. Quatrième point de notre décryptage, regardons de plus près les véritables moteurs du métamorphisme, la pression et la température. Concrètement, comment tout ça s'articule ? Eh bien, la pression et la température font équipe, mais avec des rôles extrêmement bien définis sur la matière, qui reste toujours solide. La pression, c'est le concepteur physique. C'est elle qui dicte l'architecture, qui force mécaniquement les minéraux à s'orienter pour résister à l'écrasement, créant ainsi la fameuse schistosité. La température, de son côté, c'est l'alchimiste en chef. En augmentant, elle déstabilise chimiquement ce qui existe. Elle provoque une recristallisation totale sans jamais rien faire fondre. Les anciens minéraux instables s'évaporent au profit de nouvelles formations ultra robustes adaptées à la nouvelle donne thermique. Cinquième partie, comment on arrive à mesurer tout ça grâce aux minéraux indicateurs et aux faciès.
Mais comment est-ce que la science arrive à lire ces données avec une telle précision? La géologie utilise une véritable arme secrète, un outil de police scientifique redoutable, le minéral indicateur. La règle est simple, la nature impose qu'un tel minéral ne puisse survivre que dans une fenêtre de température et de pression extrêmement précise. Donc si on le trouve dans un échantillon de roche, c'est un marqueur absolu. La logique est implacable, plus le domaine de survie de ce minéral est restreint, plus la lecture des conditions infernales qu'a subi la roche sera d'une précision chirurgicale. Et ça nous amène à un concept qui a complètement bouleversé le milieu, le faciès métamorphique. Oublions un instant la roche d'origine. L'idée ici, c'est de regrouper les roches uniquement en fonction des conditions de l'environnement qu'elles ont traversées. Un faciès, c'est tout simplement un groupe précis de minéraux qui apparaissent ensemble. Dès qu'on repère ce petit gang de minéraux, peu importe ce qu'était la roche avant. Cette association est la preuve indiscutable des pressions et des températures monumentales qui ont balayé la zone. C'est brillant? Il suffit de regarder les chiffres pour que tout s'éclaire. Si on compare deux morceaux de métagabbro dans une zone de subduction, l'un en faciès schiste bleu et l'autre en faciès éclogite, on voit que la température grimpe, d'accord. Mais la pression, elle passe d'un petit 480 mégapascales pour exploser et atteindre des sommets terrifiants de 1400 mégapascales à des dizaines de kilomètres de profondeur. Ces données nous hurlent une vérité simple. Lors d'une subduction, c'est clairement l'augmentation foudroyante de la pression qui orchestre la transformation de la roche. Et nous voilà à notre 6e et dernière section, les différents types de métamorphisme. En compilant tous ces indices, on peut faire le tri de manière hyper claire et systématique. Il y a 3 grandes catégories dans la nature. D'abord, le métamorphisme dynamique, lié à la subduction. Là, on a des pressions monstrueuses, mais il fait étonnamment froid. Ça fait fuir l'eau de la roche, ce qui, paradoxalement, aide à qu'il y ait du magma plus loin. Ensuite, le métamorphisme thermodynamique, typique des immenses collisions de continents. Là, on a la totale, haute pression et haute température en même temps. Et enfin, le métamorphisme thermique. Pas besoin de pression colossale ici, c'est juste un magma brûlant qui s'infiltre et qui va littéralement cuire les roches sédimentaires aux alentours. À chaque roche, son histoire, et à chaque événement, sa cicatrice thermique et physique. Alors, pour conclure ce décryptage, il y a de quoi se poser une question qui donne vraiment le vertige. Si les roches en apparence tranquilles qu'on trouve au sommet des Alpes sont en fait les archives d'une violence tectonique incroyable vécue dans les tréfonds de la Terre, il n'y a qu'à imaginer ce qui se trame en ce moment même. Là, tout de suite, à des kilomètres sous nos pieds, dans un silence total et sous des pressions indescriptibles, les paysages géologiques de demain sont en train d'être écrasés, recristallisés et silencieusement forgés. La Terre ne s'arrête absolument jamais de travailler et c'est une perspective totalement fascinante pour clore cette enquête.